Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais continuer le corrigé du National 2016, deuxième bac, sciences mathématiques A, matière, sciences de la vie et de la terre, session normale. L'exercice d'aujourd'hui se situe dans la partie 2, c'est donc le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. On va donc traiter la deuxième partie de l'exercice grand 1. C'est un exercice qui porte sur les lois statistiques, c'est-à-dire la génétique mendélienne. C'est pour cela donc que je dois mentionner qu'il concerne donc aussi bien les élèves de la deuxième année du bac sciences mathématiques A, mais aussi SVT et sciences physiques. Bien, l'énoncé de l'exercice sont les suivants. On va tout d'abord essayer de faire un décryptage des données de l'exercice avant de rentrer dans les détails des réponses aux différentes questions. Les données donc sont l'énoncé de l'exercice est le suivant. Pour étudier le mode de transmission de quelques caractères héréditaires non liés au sexe, on réalise le croisement de deux variétés de plantes du poids de senteurs. La première à fleurs pourpres et à grains de pollen longs, la seconde à fleurs rouges et à grains de pollen ronds. Les deux variétés sont de lignée pure. On obtient en F1 une génération constituée uniquement de plantes à fleurs pourpres et grains de pollen longs. Eh bien ici, c'est un croisement. Donc il paraît que c'est un croisement donc entre deux lignées pures et nous avons une génération F1 qui est homogène. On peut aussi constater qu'il s'agit d'un dihybridisme étant donné que on est en train d'étudier deux caractères héréditaires, à savoir la couleur des fleurs et la forme des grains de pollen. Ici, on doit constater que à partir des données, on nous présente un certain nombre d'informations, à savoir, on nous dit que les deux caractères héréditaires ne sont pas liés au sexe et on nous mentionne aussi que les deux lignées parentales sont des lignées pures. Eh bien, tout ceci, pour dire une chose importante, c'est que généralement, on vous demande par exemple qu'est-ce qu'on peut déduire d'un croisement donné. Eh bien, ce que l'on peut déduire, bien sûr, ce sont les données qui ne sont pas présentées dans l'énoncé. Si il y a des données qui sont déjà présentées dans l'énoncé, c'est-à-dire que c'est pas la peine de les démontrer, hein. Donc, à partir des résultats du croisement, on va démontrer ce qui n'est pas présenté au sein des données. Bien. Alors, on a dit il s'agit de deux caractères héréditaires, la couleur des fleurs et la forme des grains de pollen. Et on peut constater ici que on a croisé deux lignées, une avec des fleurs pourpres et des grains de pollen longs, et l'autre avec des fleurs rouges et des grains de pollen ronds. On a obtenu dans la génération F1 une descendance avec des fleurs pourpres et des grains de pollen longs. Le phénotype de F1, il représente donc les allèles dominants respectivement pour les deux caractères. C'est-à-dire que l'allèle responsable de la couleur pourpre des fleurs est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur rouge et l'allèle responsable de la forme responsable des grains de pollen longs est dominant par rapport à l'allèle responsable des grains de pollen ronds. Donc on peut déduire la dominance. Voilà, bien sûr, ce que l'on ne peut pas déduire à partir de ce croisement, c'est qu'on ne peut pas savoir est-ce qu'il s'agit de deux caractères liés ou bien deux caractères indépendants.
Eh bien, qu'est-ce qu'on peut donc constater au niveau des questions? Donc, on commence ici par la question numéro 3, puisqu'on est dans la deuxième partie de l'exercice. Donc, on avait la question 1 et 2 dans la première partie. Eh bien, à partir du croisement, on vous dit que peut-on déduire à propos des résultats obtenus en F1? Justifiez votre réponse. Donc, en général, on peut ici déduire trois choses. On peut déduire donc qu'il s'agit d'un dihybridisme puisqu'on est en train d'étudier deux caractères héréditaires. On peut appliquer la première loi de Mendel, étant donné que la génération F1 est homogène. On doit donc en déduire que les deux lignées parentales sont deux lignées pures. Et puis, le phénotype de F1 va donc traduire les allèles dominants par rapport aux deux caractères héréditaires. Euh, bien. La quatrième question, qu'est-ce qu'il nous demande? On nous dit, à l'aide d'un échiquier de croisement, donnez les proportions des phénotypes attendus lors lors du croisement des hybrides F1 entre eux, selon la troisième loi de Mendel, loi de la ségrégation indépendante des caractères. Eh bien ici, on vous dit donc, puisque nous avons donc une problématique ici, c'est que on ne sait pas est-ce qu'il s'agit de gènes liés ou bien est-ce qu'il s'agit de caractères liés ou bien de caractères indépendants. On vous demande de, de dresser un échiquier de croisement. Ici, bien sûr, on doit signaler que on ne donne pas un échiquier de croisement tout seul. Un échiquier de croisement, bien évidemment, ça se sous-entend qu'il fait partie d'une interprétation chromosomique avec toutes ces étapes classiques. Et on vous dit, donc vous allez effectuer donc l'interprétation chromosomique, y compris donc l'échiquier de croisement, d'un croisement F1 fois F1 selon la troisième loi de Mendel. Alors maintenant, il faut donc décrypter cette donnée. Lorsqu'on dit selon la troisième loi de Mendel, alors que stipule la troisième loi de Mendel? Eh bien, il nous donne tout simplement le principe de la ségrégation indépendante des caractères. Alors, que veut dire la ségrégation indépendante des caractères? Donc, c'est un phénomène qui a lieu au moment de la méiose. Ségrégation indépendante des couples d'allèles, ou bien ségrégation indépendante des deux couples d'allèles, on est dans le cadre d'un dihybridisme, donc on a deux couples d'allèles. Ségrégation indépendante de deux couples d'allèles, ça signifie que les deux couples d'allèles sont portés par deux paires de chromosomes différentes. C'est-à-dire, on aura une ségrégation indépendante des couples de chromosomes homologues ou bien des paires de chromosomes homologues. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire tout simplement lorsqu'on va donc décrypter cette donnée, puisqu'on a mentionné la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire nous devons comprendre qu'il s'agit de gènes indépendants. Voilà comment est-ce qu'on peut donc décrypter cette donnée qui nous parle de la troisième loi de Mendel. Lorsqu'on nous évoque la troisième loi de Mendel, eh bien, on est censé comprendre qu'il s'agit de caractères indépendants. Pour ne pas être dérangé par une quelconque hypothèse en relation avec la transmission gonosomique ou bien la transmission autosomique, eh bien, on ne présente dans le résultat qu'il s'agit de caractères héréditaires qui ne sont pas liés au sexe. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que à chaque fois donc vous avez un exercice qui a ses particularités, il y a des données qui sont présentées, il y a des données qui ne sont pas présentées que l'on doit déduire à partir des résultats des croisements. Eh bien, c'est pour cela donc qu'il faut tenir compte des particularités qui sont spécifiques à chaque exercice, donc selon les données qui sont présentées et selon les croisements qui sont présentés avec leurs résultats. Donc, on a dit, troisième loi de Mendel, qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre qu'il s'agit de caractères indépendants. En ce qui concerne les, les symboles qu'on va utiliser pour représenter les deux allèles, ou bien les deux couples d'allèles, eh bien ici, on nous propose grand R et petit r pour les allèles du gène responsable de la couleur de la fleur.
et grand L, petit l pour les allèles du gène responsable de la forme des graines de pollen. Eh bien, ici, par rapport au symbole, on doit savoir une chose très importante. Premièrement, on doit respecter les symboles qui sont proposés. Ça d'une part. D'autre part, avant d'utiliser ces symboles au niveau des phénotypes, des génotypes, des interprétations chromosomiques, etc., avant d'utiliser n'importe quel symbole, il faut indiquer d'une façon claire elle correspond à quel type de phénomène, pardon, à quel type de phénotype, à quel type de caractère, à quel type de phénotype, est-ce qu'il est dominant, est-ce qu'il est récessif ou bien éventuellement est-ce qu'il s'agit d'un cas de codominance. Donc, avant d'utiliser un symbole, il faut présenter toutes les informations en rapport à ce symbole, à savoir pour chaque symbole, quel est le phénotype correspondant, est-ce qu'il est dominant ou bien est-ce qu'il est récessif ou bien est-ce qu'il y a un cas de codominance. Sinon donc, si on ne présente pas ces données à propos de chaque symbole, c'est comme si on n'a pas le droit de l'utiliser. Mais donc, il faut donc présenter ces informations et utiliser les symboles tels qu'ils sont proposés dans l'énoncé de l'exercice. Donc, on a dit pour la quatrième question, tout simplement, on va réaliser l'interprétation chromosomique du croisement F1 fois F1 en tenant compte du fait que les gènes seraient indépendants, les deux caractères seraient des caractères indépendants. Ça, c'est en ce qui concerne la quatrième question. Avant d'arriver à la cinquième question, on nous dit donc parce que tout ce qu'on a fait, donc tout ce qu'on devait faire au niveau de la quatrième question, c'est une interprétation chromosomique, donc si l'on suppose qu'il s'agit de caractères indépendants. Mais ici, on va vous présenter des données expérimentales, c'est-à-dire on va vous présenter un croisement réel, et à partir du résultat de ce croisement, vous allez donc déduire est-ce que votre hypothèse à propos de l'indépendance, est-ce qu'elle est juste, ou bien c'est les fausses, cela veut dire que les gènes sont liés. Donc il y a deux choses, il y a soit que les gènes sont indépendants, soit que les gènes sont liés. Donc nous avons réalisé, donc on suppose que nous avons réalisé au niveau de la quatrième question l'interprétation chromosomique de F1 fois F1 en tenant compte de l'hypothèse que les deux caractères sont indépendants et on va donc avoir un résultat. Et ici, un résultat soi-disant qui est théorique. Ici, on vous donne un résultat expérimental et vous allez comparer le résultat expérimental et le résultat théorique pour déduire est-ce que effectivement les gènes sont indépendants ou bien les gènes, s'ils ne sont pas indépendants, c'est-à-dire ils doivent être liés. Donc on vous dit ici, afin de mettre en évidence l'exception de la troisième loi de Mendel, on exploite les travaux de Bateson et Punnett réalisés en 1900. Ces derniers ont laissé se reproduire les hybrides de F1 entre eux. Le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus en F2, c'est-à-dire F1 fois F1, F2. Eh bien, ici, je dois m'arrêter sur un certain nombre de points. D'une part, quelle est la signification de ce qu'on appelle l'exception de la troisième loi de Mendel? Eh bien, la troisième loi de Mendel, il nous dit qu'au moment de la méiose, il y a une ségrégation indépendante des couples d'allèles, ou bien une ségrégation indépendante des paires de chromosomes homologues. Eh bien, c'est une loi c'est une façon d'exprimer le phénomène du brassage interchromosomique. Eh bien, le brassage interchromosomique, il ne concerne que les gènes indépendants. Et quelle est l'exception de cette troisième loi? Eh bien, c'est les gènes liés. Donc déjà, lorsque je suis donc en train de lire les données, je dois les décrypter, bien sûr, à partir de mes acquis antérieurs. Donc on a dit, afin de mettre en évidence l'exception de la troisième loi de Mendel, on exploite les travaux de
Bateson et Punet, réalisés en 1900. Ces derniers ont laissé se reproduire les hybrides de F1 entre eux. Le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus en F2. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez constater au niveau de ce tableau? Voilà. Au niveau de ce tableau, vous avez les résultats expérimentaux de F1 fois F1. Eh bien, vous pouvez constater ici que nous avons des phénotypes parentaux, c'est-à-dire soi-disant les doubles, dans ce cas-là précis, les doubles dominants et les doubles récessifs sont des phénotypes parentaux, et les phénotypes dans lesquels on a un dominant récessif ou bien un récessif dominant, eh bien ce sont les phénotypes recombinés. Donc vous avez ici donc les données statistiques. On vous présente ici les données statistiques, c'est-à-dire les effectifs respectifs correspondant à chaque phénotype. Et on vous donne aussi, donc on vous a facilité le travail, c'est-à-dire on vous a calculé les pourcentages. Alors, soi-disant ici, fleur pourpre, grain de pollen long, donc ça c'est dominant. Fleur rouge, grain de pollen rond, récessif. Et fleur pourpre et grain de pollen rond, c'est dominant, récessif. Et fleur rouge et grain de pollen lent, c'est récessif dominant. Comme vous pouvez le constater, ici pour faciliter la lecture de ce tableau, j'ai représenté les phénotypes correspondant aux allèles dominants en vert et les phénotypes correspondant aux allèles récessifs en rouge. Eh bien, ici, il faut faire attention à une chose très importante, c'est que on serait tenté ici d'aller chercher à calculer le pourcentage, le pourcentage des types parentaux et les pourcentages des types recombinés. Parce que nous connaissons qu'il y a une règle qui nous dit que si vous faites une comparaison entre les types parentaux et les types recombinés, si vous trouvez par exemple que vous avez les types parentaux, l'ensemble, donc la somme des pourcentages respectifs des deux types parentaux sont nettement supérieurs au type recombinés, vous allez donc en déduire qu'il s'agit de gènes liés avec un linkage relatif. Eh bien, en ce qui concerne l'application de cette règle, il faut faire attention que c'est une règle qui concerne un feedback, c'est-à-dire un F1, on doit avoir un F1 croisé avec un double récessif. Donc, la règle qui nous dit que TP très supérieur à TR, c'est-à-dire les types parentaux sont très supérieurs aux types recombinés, donc les gènes sont liés avec un linkage relatif, c'est une règle qui s'applique pour un croisement F1 fois double récessif. Ici, ce n'est pas un F1 avec un double récessif, mais ici, nous avons un croisement d'un F1 avec un F1. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit dire? On a deux choses. Soit que les gènes sont indépendants, soit que les gènes sont liés. Si les gènes sont indépendants, eh bien vous savez très bien que l'on doit trouver la fameuse loi statistique 1 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 9 sur 16. Eh bien, est-ce que vous pouvez constater ici qu'on a des proportions? Ça ne correspond pas à 1, 3, 3, parce que déjà 19, c'est supérieur à 5, 5. Donc, en principe, le double récessif doit être représenté par 1. Et les phénotypes qui sont donc dominants, récessifs, dominants, ils doivent être représentés par 3 sur 16, c'est-à-dire 3 fois le pourcentage du double récessif. Or, ici, ce n'est pas le cas parce que vous avez 19,24 et vous avez 5,65, 5,61. Donc, à partir du calcul, vous allez constater que ce sont des pourcentages qui ne correspondent pas aux proportions 1 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 9 sur 16. Donc,
il ne s'agit pas de gènes indépendants. Et s'il ne s'agit pas de gènes indépendants, eh bien, cela veut dire que les gènes sont liés. Voilà, donc, et c'est ce qui va nous mener à la question numéro 5. Comparer ces résultats avec ceux obtenus en répondant à la question numéro 4. Que peut-on conclure à propos du mode de transmission de ces deux caractères? Donc ici, le mode de transmission, on veut dire plus précisément, est-ce qu'ils sont liés ou bien est-ce qu'ils sont indépendants? Revenons maintenant en arrière donc pour présenter les, les réponses aux différentes questions. Donc, vous avez ici question numéro 3. On a dit donc qu'il s'agit d'une deuxième partie de l'exercice qui commence par la troisième question. Eh bien, que peut-on déduire à propos des résultats obtenus en F1? Justifiez votre réponse. Alors ici, on a trois déductions. Regardez dans la réponse à la question 3. Vous avez ici trois déductions. 1. Donc vous avez le premier point. Vous pouvez constater ici le premier point, le deuxième point, le troisième point. Donc le premier point, c'est un dihybridisme, puisqu'on est en train d'étudier deux caractères héréditaires. Le deuxième point, les parents sont de deux lignées pures, puisque F1 est homogène. Vérification de la première loi de Mendel. En réalité, ce deuxième point, il n'est pas tellement nécessaire de le présenter parce que déjà au niveau des données, on nous a dit que ce sont des lignées pures. Donc, il n'y a pas de problème à mettre cette constatation, cette déduction, même si donc il est évidente parce que c'est déjà donné dans l'énoncé de l'exercice. Mais puisqu'il s'agit d'une information qui n'est pas fausse, donc c'est pas grave. Mais en principe, il faut faire attention de ne pas rabâcher machinalement toujours les mêmes types de réponses. Pourquoi? Parce que euh, chaque exercice, il a ses propres caractéristiques, c'est-à-dire chaque exercice est spécifique en son genre. Donc, dans certains exercices, on ne vous présente pas au niveau des données, est-ce qu'il s'agit de lignées pures ou de lignées qui ne sont pas pures? Eh bien, à ce moment-là, ça serait très intéressant d'exploiter la première loi de Mendel pour dire que l'uniformité des hybrides de la génération F1, donc c'est une preuve que les deux lignées parentales sont pures. Mais ici, donc, si vous voulez, ça, c'est une information, c'est une déduction qui n'est pas nécessaire à présenter. Par contre, ce qui est nécessaire à présenter, c'est qu'à partir des données, à partir du phénotype obtenu en F1, on va déduire les allèles dominants et les allèles récessifs, respectivement, par rapport aux deux caractères héréditaires étudiés. Eh bien, donc, pour, euh, pour le troisième point, la troisième déduction, eh bien, le phénotype, comme on l'a vu ici, le phénotype de F1, ça va nous permettre de déduire donc que allèle fleur pourpre dominant par rapport à allèle fleur rouge, allèle grain de pollen long dominant par rapport à allèle grain de pollen rond. Et c'est ce qu'on va constater ici donc dans la réponse au niveau du troisième point de la troisième question. On va donc répondre à la question de la dominance et on va donc saisir l'occasion pour présenter les symboles qu'on va adopter dans la suite de l'exercice, c'est-à-dire au niveau de la représentation des phénotypes, des génotypes et au niveau de l'interprétation chromosomique. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez lire dans ce troisième point? Le phénotype obtenu en F1, c'est-à-dire il faut justifier, le phénotype obtenu en F1 traduit les allèles dominants respectivement pour les deux caractères. Deux points à la ligne premier tiré. L'allèle responsable de la couleur pourpre des fleurs est dominant, et on le note grand R, et l'allèle responsable de la couleur rouge est récessif, petit r. L'allèle responsable des grains de pollen long est dominant, L majuscule, et l'allèle responsable des grains de pollen rond est récessif. Voilà donc
la réponse à la troisième question. Pour la quatrième question, donc on nous dit de supposer à titre hypothétique que les gènes sont indépendants et à la base de cela, vous allez donc effectuer l'interprétation chromosomique. Donc, comme réponse à la troisième question, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est qu'on ne nous a pas dit texto que les, les deux caractères sont, sont indépendants, mais on nous a dit tout simplement, on nous a demandé d'effectuer l'interprétation chromosomique F1 fois F1 en tenant compte de la troisième loi de Mendel. Donc, l'élément clé de la réponse à la quatrième question, c'est qu'il faut décrypter, il faut traduire, vous êtes censé comprendre que lorsqu'on évoque la troisième loi de Mendel, eh bien cela veut dire que les gènes sont indépendants. Donc c'est ça, si vous voulez, la clé de la réponse à la quatrième question. Alors qu'est-ce qu'on va dire comme réponse à la quatrième question? La troisième loi de Mendel signifie la ségrégation indépendante des couples d'allèles. Cette indépendance n'a lieu que si les deux couples d'allèles sont portés par deux paires différentes de chromosomes homologues. Il s'agirait donc, il s'agirait alors de gènes indépendants et non liés au sexe, bien sûr, selon les données. Parce que on peut toujours se poser la question, pour pour chacun des caractères étudiés, pour chacun des gènes étudiés, est-ce qu'il s'agit d'une transmission autosomique ou bien d'une transmission gonosomique? Ici, on nous a facilité donc le problème. On nous a indiqué, à partir de l'énoncé d'exercice, on nous a indiqué qu'il s'agit de gènes qui ne sont pas liés au sexe. Donc, cette interprétation chromosomique qu'on va présenter ici va tenir compte du fait que les gènes seraient indépendants, puisqu'on nous a évoqué la troisième loi de Mendel. Eh bien, qu'est-ce que vous allez constater dans l'interprétation chromosomique, c'est-à-dire l'interprétation chromosomique du croisement F1 fois F1? C'est que on va suivre les étapes classiques de notre interprétation chromosomique. Eh bien, vous pouvez constater ici que vous avez donc phénotype, donc les mâles de F1 croisés avec les femelles de F1. Le phénotype, c'est grand R, grand L. Le génotype, c'est grand R, petit r, grand L, petit l. Pourquoi? Parce que ce sont des hybrides de la génération F1 et ils sont donc hétérozygotes par définition. Les hybrides sont hétérozygotes pour le caractère en question. Ici, on a même ici, dans cette réponse, on a justifié le génotype. Qu'est-ce qu'on a dit? Étant hybrides pour les deux caractères, les individus de F1 sont hétérozygotes pour les deux caractères héréditaires. Donc ici, on a justifié pourquoi on a présenté ici comme génotype grand R, petit r, grand L, petit l pour les individus appartenant à la génération F1, c'est-à-dire les hybrides de F1. Et on va poursuivre donc notre interprétation chromosomique avec, j'ai dit donc ces étapes classiques. Vous avez donc les types de gamètes. Eh bien, les types de gamètes, vous en avez quatre. Grand L, grand R, grand L, grand R, petit r, grand L, petit r, petit l, avec des proportions égales, c'est-à-dire 4 fois 25%, ou bien 4 fois un quart. Eh bien, qu'est-ce qui nous donne le droit de, de représenter ces quatre types de gamètes avec des proportions égales? Eh bien, puisqu'on a dit qu'il s'agit de gènes indépendants, et ce qui est en question ici, c'est le brassage interchromosomique. Et à partir donc de ces types de gamètes, on va continuer notre interprétation chromosomique avec l'échiquier de croisement. Voilà donc cet échiquier de croisement. C'est un échiquier de croisement classique qui correspond à un croisement F1 fois F1, d'hybridisme, un cas de dominance pour les deux caractères héréditaires et une transmission autosomique pour les deux caractères héréditaires. Eh bien, vous savez très bien cet échiquier de croisement. Et qu'est-ce que vous avez au niveau de cet échiquier de croisement? Eh bien, vous avez donc les quatre types de gamètes avec des proportions égales. Et pour les cases internes, vous avez chaque case correspond à une proportion de 1 sur 16. Et comme vous pouvez le constater ici, que le phénotype grand R, grand L, il se répète au niveau de cet échiquier, il se répète 9 fois. 9 fois. Le phénotype
grand R, petit l, 3 fois, petit r, grand L, 3 fois, et petit r, petit l, une seule fois, eh bien, tout ceci, donc, vous savez très bien, ça correspond au résultat suivant, c'est-à-dire ça nous donne la fameuse loi statistique qui est donc 1, 3, 3, 9 sur 16. Cette loi statistique qui correspond au gène indépendant dans le cas d'un dihybridisme avec dominance pour les deux caractères et avec une transmission autosomique pour les deux caractères héréditaires. C'est ça donc la réponse à la quatrième question. Par la suite, on nous dit donc que ça c'est une interprétation euh, chromosomique en tenant compte de l'hypothèse que les deux caractères héréditaires seraient indépendants. On va donc vérifier que ce que l'on vient de faire, est-ce qu'il est juste ou est-ce qu'il n'est pas juste, en partant des données d'un croisement réel, d'un croisement expérimental. Alors, les deux chercheurs, ils ont fait un croisement de F1 avec F1. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Puisque ces résultats ne correspondent pas aux proportions 1, 3, 3, 9, cela veut dire que les gènes ne sont pas indépendants, les deux caractères héréditaires ne sont pas indépendants. Et s'ils ne sont pas indépendants, cela veut dire évidemment qu'ils sont liés. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à remarquer ici? C'est que vous allez faire votre calcul. Vous avez ici donc les effectifs, vous avez les proportions, et vous pouvez par exemple vous amuser à transformer ces proportions 1, 3, 3, 9 sur 16, vous pouvez les traduire en termes de pourcentage et vous allez vous apercevoir que ça ne correspond pas au résultat de ce croisement expérimental. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'hypothèse à partir de laquelle on a effectué l'interprétation chromosomique de la question numéro 4, c'est une hypothèse qui est fausse parce que les gènes donc ne sont pas indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont liés. Eh bien, c'est le sujet de la cinquième question. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Comparer ces résultats avec ceux obtenus en répondant à la question numéro 4. Que peut-on conclure à propos du mode de transmission de ces deux caractères héréditaires? Ici, dans ce contexte, on entend par mode de transmission, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont dominants, pardon, est-ce qu'ils sont liés ou bien est-ce qu'ils sont indépendants? Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire comme réponse à la cinquième question? Les résultats obtenus par Punnett et Bateson ne sont pas conformes aux résultats théoriques selon la troisième loi de Mendel. Déduction. Les deux gènes sont liés. En effet, la troisième loi de Mendel est valable pour les gènes indépendants et non valable pour les gènes liés. C'est l'exception de la troisième loi de Mendel. Donc, si vous voulez, la clé de cet exercice, surtout donc au niveau de la quatrième et la cinquième question, les deux dernières questions, c'est qu'il faut être capable de comprendre que la troisième loi de Mendel, c'est une loi qui s'applique sur les cas de gènes indépendants, mais elle n'est pas valable pour les gènes liés, et il faut donc comprendre la signification du phénomène de ségrégation indépendante du couple d'allèles au moment de la méiose, ou bien la ségrégation indépendante des paires de chromosomes homologues au moment de la méiose. Voilà, donc on a terminé cette partie de l'exercice. On va continuer de présenter le corrigé de l'examen, de cet examen national dans les séquences à venir. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.